Salut les gars, c'est Chaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Supremacy pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour un nouveau top, cette fois-ci c'est le top 10 des erreurs à éviter sur le jeu, peu importe le type de partie. J'ai rassemblé ici aujourd'hui les 10 erreurs que je vois le plus souvent, qui ont le plus d'impact dans le jeu. Donc je vais vous les présenter pour que vous puissiez apprendre de vos erreurs pour ne plus jamais les refaire. C'est souvent des erreurs que je vois souvent en game et qui la plupart du temps peuvent vous coûter la victoire et vous causer donc la défaite. Donc on va commencer direct par la première erreur à éviter, c'est un mauvais choix de pays. Là je suis sur une map 500, mais je parle d'un mauvais choix de pays au niveau de votre expérience. Moi par exemple je pense que peu importe le pays sur lequel je suis, je pourrais à peu près deviner vers où je pourrais m'étendre, comment je pourrais gérer mes ressources, etc. Et quand on parle par exemple sur des maps plus petites, par exemple la map 31, vous devez éviter d'aller en Europe ou prendre des pays qui sont enfermés ou entourés par d'autres pays, comme par exemple sur la map 31, la Pologne. La Pologne, la Lituanie, la France, l'Allemagne, vous voyez ce genre de pays qui sont très centraux, parce que si vous débutez, vous savez pas comment gérer la diplomatie avec vos voisins, les ressources, comment bien garder ses frontières, etc. Ce qui peut vous causer parfois la game. Parce que très souvent, si vous faites rien et que vous décidez d'attaquer un autre pays, très souvent ce qui se passe c'est que les autres pays qui sont autour, ils vont vouloir se servir, parce que vous allez envoyer votre armée sur un autre pays, donc vos provinces seront beaucoup moins défendues, donc ils auront qu'à se servir. Donc voilà, donc première erreur à éviter, c'est un mauvais choix de pays, en tout cas si on ne sait pas le jouer. On passe au top 2 des erreurs à éviter, et c'est le fait de mal gérer ses ressources. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent au début de partie, on a des ressources qui sont données et qui sont limitées. Par exemple, moi j'ai commencé avec Kiev où j'avais, c'est pour moi ça, donc j'avais une double poisson et une double bois. En fait, il faut comprendre que votre économie de guerre, surtout au début de partie, elle est vraiment déterminée par les ressources que vous avez. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai double poisson et double bois, donc ça me permet de construire des casernes et des casernes avec le bois, et de pouvoir produire de la cavalerie avec le poisson que j'ai produit. Parce que les casernes, encore une fois, c'est un bâtiment qui coûte de l'argent à l'entretien. Au coût journalier, ici, on est à 1000. Donc si vous avez un pays qui produit pas beaucoup de nourriture, si vous construisez des casernes, ça va vous mettre mal. Surtout que les cavaleries, pareil, ça consomme des ressources. La troupe consomme elle-même des ressources. Si on regarde ici, au niveau de la consommation, voilà, c'est 20. Ça consomme à peu près la même chose qu'une infanterie, mais il faut savoir que faut le supporter, ce coup là. Donc c'est pour ça que ce que je conseille à chaque fois au début de partie, vous regardez surtout les doubles, parce que c'est les plus importantes. Si vous voyez que vous avez une économie plutôt basée sur le fer et le bois, vous allez partir plutôt sur un début de partie avec du véhicule blindé. Vous pourrez en construire à balle, ça va juste coûter un peu cher en pétrole, mais c'est pas grave, le pétrole vous pouvez en acheter. Ce qui coûtera le plus cher au début de partie souvent, c'est le fer. Si vous avez du fer, vous produisez du véhicule blindé. Si comme moi vous avez une double poisson ou une double blé, vous allez plutôt partir sur de la cavalerie. C'est ce que je conseille le plus souvent, parce que ça vous permet en fait, votre économie va pouvoir soutenir vos productions, ce qui ne sera pas le cas si vous produisez l'inverse. Si là j'avais commencé avec du véhicule blindé, bon, soit j'aurais pu, parce que j'ai ici une double bois, mais si par exemple j'avais une prod avec double blé et double poisson, j'aurais eu vraiment du mal à pouvoir soutenir une production de véhicules blindés. Vous voyez là où je veux en venir. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième erreur. On passe à la troisième, et c'est le fait de mal construire ses bâtiments, surtout au début de partie. Très souvent, et j'en vois encore, des mecs qui, sur leur province, par exemple des provinces simples ici, qui construisent des casernes partout, des ateliers partout. Ça vous fait perdre des ressources, ça vous fait perdre du temps. Les ressources que vous avez mis dans ces bâtiments qui sont inutiles, vous pourrez les utiliser dans d'autres
dans d'autres productions, par exemple pour produire des usines, des véhicules blindés, de la cavalerie. Enfin vraiment c'est un coût inimaginable. Le pire que vous pouvez faire c'est construire des ateliers et des casernes partout. Quand vous commencez avec votre pays basique, ce que je conseille et que je dis à tout le monde de faire, parce qu'il n'y a pas d'exception, je vois pas de situation où ça pourrait avantager d'en faire plus, c'est des ateliers niveau 2 sur vos doubles. Premièrement, c'est obligatoire, bien sûr avec des bureaux de recrutement partout, ça va soit d'abord les bureaux de recrutement, ensuite atelier niveau 2 je précise, sur les doubles, puis si vous pouvez soutenir une production de cavalerie, vous pouvez construire une caserne, sinon vous restez sur les ateliers. Les casernes ça peut attendre. Bien sûr, après aujourd'hui avec la nouvelle mise à jour de la cavalerie, elle sort en 12 heures maintenant. Ici en 2 heures à peine avec les usines, mais faut vraiment faire attention à ça s'il vous plaît. C'est le truc qui peut le plus vous plomber dès le début de la game. Construire des bâtiments partout. Je veux pas avoir de caserne ni d'atelier sur les provinces simples, peu importe le stade de la partie. À part vraiment sur les grosses parties où quand ça arrive à la fin de la game et que vous avez beaucoup de ressources, vous pouvez vous le permettre. Mais sur les 31, c'est hors de question. Franchement les ressources sont déjà assez limitées pour que vous puissiez vous permettre de construire plus de bâtiments que nécessaire. On passe ensuite au quatrième point, et c'est la mauvaise gestion du moral. Je vais parler du moral des provinces et du moral des troupes. Vous voyez par exemple ici, je vais prendre mes troupes ici. Bon, elles sont pas en très bon état, vous voyez que je suis à la moitié à peu près sur les deux Et si je compare, je vais aller voir un truc. Je suis un petit groupe sympa par ici. Bon, vous voyez que la plupart là ils sont full life. Voilà, j'ai comparé ce groupe là, 30, et ici j'ai 30 aussi, avec un peu de cavalerie. Si je regarde seulement les points de vie des infanteries, on peut voir que je suis à 305 points de vie pour 30 infanteries à midlife. Si je compare à ici les 30 infanteries qui sont attends, je vais en prendre d'autres qui ont un peu plus de morale. Bon, j'en ai pas sous la main là. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les points de vie de vos troupes, ça joue énormément sur votre efficacité au combat. Là, si ce groupe-là était full life, il serait 2 fois plus efficace que le groupe que j'ai là. Ça veut dire que en gros là, ce groupe-là de 30 infanterie et de cavalerie, c'est l'équivalent littéral en termes d'efficacité au combat et de points de vie que 15 infanterie et une cavalerie full life. Donc ça veut dire que si vous gérez mal votre morale, vous pouvez perdre beaucoup plus d'infanterie que vous ne le devez et perdre un gros avantage, surtout au début de la partie. Pareil pour le moral des provinces, parce que la régénération de points de vie, comme vous le savez, ça se passe à chaque fois au changement de jour. Ici on peut voir les unités terrestres ou aériennes situées dans vos provinces. Et les unités navales en mer peuvent régénérer 1/7 de leurs points de vie manquants chaque jour. Une unité endommagée peut souffrir d'effets négatifs liés au combat ou à la vitesse. Donc une unité qui a moins de points de vie, elle fera moins de dégâts, elle survivra moins longtemps au coup. Il y a juste les infanteries qui régénèrent 1/5 de leurs points de vie, mais c'est différent des unités mécanisées parce qu'elles sont modifiées en fonction du moral sur la province située. Par exemple, si ce groupe-là de 30 infanteries, je le laissais au changement de jour sur Kiev, qui est une province à 100% de morale, elle va gagner 1/5 de leur point de vue manquant. Donc en fait ça vous permet de pouvoir soutenir votre effort de guerre et votre offensive en gardant vos infanteries en bonne santé. Parce que si vous attaquez avec des infanteries qui ont 1/3 de leur point de vie, voire 1/4, j'en ai déjà vu, j'ai vu un groupe de 80 infanteries à 1/4 ou à des PV vraiment des ridicules, et bah le mec il se fait rouler dessus contre 20 infanteries quoi, alors qu'il en a 80. Donc ce que je conseille pour éviter ces problèmes, c'est au changement de jour, vous ramenez
vos troupes dans des provinces à haut moral. Pas besoin de le faire pour les unités mécanisées comme les véhicules blindés, les cavaleries, les tanks, etc. Eux, ils ont juste besoin d'être sur vos provinces, peu importe le moral. Mais ici, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est, je vois que le changement de jour est dans 3 heures, je regarde si une province a au moral tour, là si je vois qu'il y a cette province-là qui a 80% de morale et qui va encore prendre du moral, là vous voyez que l'objectif de morale est à 81%, donc ce que je vais faire, c'est que au changement de jour, je vais juste envoyer mes infanteries, bam, sur la province, pas besoin qu'elle soit au centre, juste sur le côté. Comme ça, au changement de jour, hop, elles vont gagner du moral. Je vais pouvoir juste les envoyer sur cette province et elles vont regagner des points de vie. Donc c'est comme si en fait j'ai gagné de l'infanterie, tout simplement. Voilà, c'est pour la régénération de points de vie. Et après, faut aussi gérer le moral de ces provinces. Le moral de ces provinces, il passe par quoi? Il passe par les bâtiments. Ici, si on regarde l'influence sur le moral, on peut voir que les voisins jouent un rôle, on peut voir que l'usine joue un rôle, la forteresse, la voie ferrée et la capitale. Je vais parler des usines, les usines. On peut voir que au niveau du moral, ça va jusqu'à 12%. Et si je regarde, on regarde des tacs, usine. Vous voyez qu'ici 4% et au max elle est à 16%. Et bien sûr le moral ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir produire des unités qui ont plein de vie. Parce que ici une unité qui sort, par exemple une infanterie qui sort d'une province qui est recrutée, elle va être recrutée au niveau du moral de la province. Par exemple si ici il y a une infanterie qui est recrutée, elle sera recrutée avec 23% de points de vie. Donc ça vous permet de recruter des infanteries qui sont en pleine santé, ce qui est quand même pas mal. Si on regarde encore au niveau du moral, on a les forteresses, les voies ferrées, et en dernier bâtiment on a le port que je n'ai pas, que je pensais avoir mais que je n'ai pas, qui pareil fait un petit boost de morale, donc de 10%. Le moral évidemment c'est hyper important d'avoir un moral plutôt élevé sur votre pays, parce que ça joue aussi sur la production des ressources. Ici on peut voir que je suis à 3100 sur 3100 au niveau du poisson. Si je prends ici, non là c'est une province donc ça marche pas, mais si je prends celle-là, on peut voir que ici je suis à 1800 sur 3100. Là ça va parce que c'est une province que je viens de capturer, mais si tout votre pays est à 50% de morale, ça veut dire que vous produisez 50% de vos ressources. Donc vous n'utilisez pas le plein potentiel de vos provinces, donc vous perdez des ressources, donc vous prenez du retard sur la production, etc. etc. Donc pour garder un haut moral, ce qui est important c'est d'éviter les révoltes. Quand vous prenez des provinces, essayez de laisser quelques infanteries, j'en conseille 5, entre 5 et 7 si vous voulez vraiment être sûr pour que la province ne se révolte pas. Et au global de prendre votre temps en vous étendant, parce que ça peut jouer sur votre morale. Voilà, c'était un peu long, mais c'est important parce que je pense que le moral mérite une vidéo à elle seule. Là j'ai assez survolé et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On passe au 5e point, et c'est le fait de ne pas observer ses voisins, surtout au début de partie. Quand vous commencez, tous les pays sont à peu près égaux, et le seul avantage que vous avez en général c'est votre expérience. Donc quand vous commencez avec un pays, ce qu'il faut toujours faire c'est regarder les voisins autour de vous. En général vous préférez combattre un ennemi qui est inexpérimenté plutôt qu'un mec qui est niveau max. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous commencez la partie, vous devez observer vos voisins et essayer de voir qui pourrait être votre potentiel allié et qui peut être votre potentiel cible. Vous voyez? Parce que faut aussi voir par rapport au niveau de votre expansion. Vous n'allez pas vous allier avec un mec qui vous coupe de votre expansion au niveau de la partie, parce que vous allez juste vous tirer une balle dans le pied. Et si le gars vous décidez après de le trahir parce que vous vous êtes rendu compte que votre partie est foutue, et ça vous accuse de traître, etc. Enfin, ça vous met dans la merde. Donc, faut faire attention quand on commence la partie. Faut bien choisir ses alliés, c'est important. On passe au 6e point, et c'est de prendre du retard. En général, quand vous commencez la partie, vous devez attaquer le plus tôt possible, et attaquer bien, pas attaquer n'importe comment, je précise. Parce que, comme vous voyez là, sur ma partie 500, je suis à une quarantaine de provinces, une trentaine. Voilà, je suis à 40 provinces, et le premier, il est à
il est à 142. Vous voyez, j'ai pris énormément de retard. Lui parce qu'il est en Europe centrale, moi j'ai des provinces qui sont assez grandes, c'est un peu chiant. Vous voyez que les pays sont à peu près similaires. Vous voyez, juste si on coupe ça, c'est à peu près la même taille du pays, mais en termes du nombre de provinces, ça n'a rien à voir. Vous voyez, en fait, si vous prenez du retard, et les autres vont vous dépasser au niveau de la production, au niveau des infanteries, parce que même si au début vous allez perdre pas mal d'infanterie et de troupes quand vous allez attaquer, en fait ça va être très vite rattrapé avec les bureaux de recrutement. Vous voyez ici mon allié, si on peut voir ici, il a 224 infanterie alors qu'il en a perdu 156. Moi j'en ai perdu 87 et j'en ai 30 de moins que lui. Vous voyez, donc en fait le fait de prendre du retard, ça vous tire une balle dans le pied dans la partie. Peut-être au début vous allez être tranquille, personne ne va vous attaquer, vous allez rester sur la défensive, mais quand plus tard il y a un mec qui a 300 provinces de plus que vous sur les 500, je parle des 500, mais s'il y a un mec qui a 100 provinces de plus que vous, qui vous attaque avec une vingtaine d'artillerie, enfin vous allez rien pouvoir faire, vous allez prendre du retard sur le global de la partie. Donc ce que je conseille, c'est pareil, d'attaquer dès le début, d'attaquer bien, de pas se faire backstab, hein, c'est important, mais faut rester dans le niveau moyen des provinces de la partie et pas prendre trop de retard. Ensuite, 7e point, c'est de s'étendre trop rapidement. C'est cette erreur là qui peut causer pareil d'avoir une économie qui tombe en ruine. En fait, quand vous attaquez des provinces, il faut un certain temps avant que le moral monte. Parce qu'en dessous de, je crois que c'est 35%, il y a un risque de révolte. Ici, vous voyez que la probabilité de révolte est de 13%. Et qu'en plus, avec la cavalerie, mais si je l'enlève, on peut voir que là, je suis à 30% de révolte. C'est une révolte, qu'est-ce qui va se passer? Au changement de jour, la province, donc elle a 30% de chance de se révolter et d'aller chez un pays voisin qui a un moral assez haut, ou en gros une popularité plutôt haute. Si on regarde, ouais, je suis pas très populaire, mais vous voyez où je veux en venir. Ce qui va se passer, c'est que si jamais là avec mes infanteries qui décident d'attaquer comme ça, bam, peut-être que je vais arriver à prendre les 3 provinces sans problème, mais après si la province là se révolte et que elles appartiennent maintenant à ce pays là, ça veut dire que déjà j'ai perdu une province et que je vais devoir attaquer ce pays là pour pouvoir retrouver ma province, mais du coup je vais devoir affronter toutes ces unités là qui sont full life et pour l'instant je n'ai vraiment pas besoin. Donc il faut faire attention à ça, pas s'étendre trop rapidement, prendre son temps, prendre les provinces de façon sécurisée et bien sûr sans prendre trop de retard. Vous avez compris, c'est un équilibre à gérer. Vous allez le comprendre en jouant, mais si vous comprenez la théorie de ce que je suis en train de vous expliquer, ça devrait le faire. On passe au 8e point et c'est le fait de ne pas observer les mouvements de vos ennemis. Si vous êtes tranquillement dans votre pays et que vous voyez que votre voisin avec qui vous n'avez pas parlé et que apparemment vous avez une relation pacifique, bizarrement il décide de bouger ses troupes vers votre frontière. Si le mec il décide de bouger ses 80 troupes vers votre frontière, et vous devez vous préparer en conséquence, donc mettre plus de troupes à votre frontière pour vous protéger, mettre par exemple vos véhicules blindés ou construire des forteresses. En fait, le fait d'observer régulièrement les mouvements de vos ennemis, ça vous permet de pouvoir prédire et j'ai oublié le terme, de pouvoir prévoir votre défense et pouvoir prendre de l'avance. Parce que si, bien sûr ça arrive tout le temps, hein, moi je suis pas H24 sur le jeu, des fois je rate certaines infos. Et souvent, les attaques surprises, c'est ce qui fait le plus mal, surtout si vous n'êtes pas préparé. Donc il faut faire attention, si un gars décide de ramener toutes ses troupes à votre frontière, vous devez vous y préparer. Et si vous voyez que le mec libère toutes ses provinces qui sont à vos frontières, vous devez aussi guetter la bonne occasion pour pouvoir les prendre sans risquer de perdre trop d'infanterie. Ensuite, on passe sur le 9e point, qui est un point qui est très négligé. Une erreur qui est vraiment hyper négligée et qui est pourtant super importante, c'est de négliger la diplomatie mondiale. Il faut que vous vous forciez à parler aux autres pays. À part si vous venez avec tous vos potes et que, par exemple sur une map 500, si vous venez à 7,
bien sûr vous avez un peu moins besoin de parler à tout le monde, mais en fait le fait de parler aux gens, ça vous permet d'avoir des alliés sur le long terme. Bien sûr vous pouvez parler aux alliés autour de vous, mais parler à des gens qui sont assez éloignés. Par exemple ici on a parlé avec l'Espagne, on a parlé avec Maroc du Nord, etc. Et pareil pour les pays nordiques. En fait, le fait de parler aux gens, ça vous permet de déjà tâter un peu le terrain. Si le mec est sympa, bah, c'est peut-être un potentiel allié dans le futur. Et si vous voyez que le mec c'est une ordure, un traître et tout, vous allez comprendre qu'il faut pas s'allier à lui. Vous voyez, par exemple, le fait d'avoir parlé avec tous ces pays-là, surtout en Europe, ça a permis de mener une offensive ciblée sur, donc ici, Bavière, qui s'est avéré être un hyper golder, un traître, enfin, le mec vraiment pas sympa, quoi. Et du coup, le fait d'avoir parlé aux autres, ça a permis de mener, de tous s'allier contre cette coalition. Donc ici, c'est l'Empire germanique. Hein. Pour l'instant, la guerre est en cours. Hein. C'est actuellement le premier de la partie. Hein. Mais c'est pas à son honneur, hein, parce que bah c'est un golder, il a pas fait ça bien, traître. Ici il y avait un pays d'ailleurs qui m'a envoyé un petit message, qui regardait mes vidéos. Si tu passes par là, c'était cool. Mais ouais, donc le fait de négliger la diplomatie, ça peut aussi vous couper des portes, parce que bah, si vous vous retrouvez solo et que vous voyez que tous les pays parlent entre eux et que vous êtes le seul à être solo, bah ça veut peut-être dire que vous allez être la prochaine cible. Donc il faut vraiment vous forcer à parler aux autres, c'est important. Même si vous dites n'importe quoi, genre par exemple vous voulez faire des petits articles dans le journal, ça coûte rien. Vous pouvez dire bah voilà, j'ai changé mes ressources, ou juste des petits articles comme ça, sympa, ça peut aussi aider. En fait, faut vous faire connaître. Si vous avez une bonne réputation aux yeux des joueurs de la partie, que vous êtes un joueur qui aide ses alliés, qui partage ses ressources, qui est contre les traites, etc. Et bah les gens vont avoir une idée plus positive que vous, enfin une image positive de vous, et donc plus tard ils sont peut-être plus réticents à vous attaquer ou à vous trahir, c'est ça ce que je veux dire. Et enfin le 10e point, qui est le point le plus important que j'ai bien souligné ici, c'est le fait d'abandonner trop vite. Sur Supremacy, rien n'est perdu. Là vous voyez que même si j'ai pris énormément de retard par rapport aux autres pays, j'ai quasiment 50 provinces de moins que la plupart de mes alliés, vous voyez. Mais c'est pas une raison pour abandonner. J'ai déjà mené des combats en 1v7 et c'était vraiment pas gagné au début. Hein. Mais en fait il faut juste utiliser de la stratégie, avoir des bons alliés, etc. Et en fait vous voyez que rien n'est gagné à l'avance, surtout sur ce jeu. Vu la longévité des parties, en fait vous pouvez il y a tellement de retournements de situation possibles que en fait vous savez jamais si une partie est finie, à moins que vous l'abandonniez. Par exemple, une situation peut être vraiment complètement désespérée et que le mec en face fasse une erreur complètement stupide et que ça retourne complètement le cours de la guerre. Donc vraiment, quand vous commencez une partie, vous vous mettre dans l'esprit que faut vous donner tout pour la gagner. À part si vraiment là vous voyez que vous faites défoncer et que vous avez vraiment pas le choix et que vous avez plus d'armée, là bon, vous pouvez plus rien faire, c'est normal. Mais si vous voyez que vous avez encore une armée qui tient debout, une économie qui tourne, franchement faut vraiment pas abandonner, parce que comme je vous l'ai dit, hein, rien n'est perdu. Vous pouvez choper de nouveaux alliés, que le mec en face il se fasse trahir, en fait rien n'est prévu à l'avance sur ce jeu. C'est ça qui est beau. Faut vraiment pas abandonner. Comme j'ai dit, hein, il y a plein de situations où j'aurais pu abandonner et je l'ai pas fait. Et au final, ça s'est retrouvé comme quelque chose de positif, vous voyez, et que j'ai pu rattraper mon retard ici. Par exemple, si on arrive à détruire lui, bah, je pourrais, je sais pas, gagner des provinces, ou vous voyez l'idée où je veux en venir, de ne pas abandonner, de toujours tout donner sur vos parties, et même si à la fin vous perdez, ça va vous apporter de l'expérience de jeu, et si jamais vous êtes bien battu, vous pouvez, je sais pas, par exemple avec le gars en face, je sais pas, vous commencez à parler, dire bah on s'est bien battu, c'était sympa, si tu veux relancer une game, je suis chaud. Bah, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de potes sur ce jeu, avec qui je joue encore aujourd'hui, et
sur le coup, ça va vous faire chier de jouer une partie que vous sentez qu'elle est perdue, mais je peux vous assurer que c'est pour moi les moments les plus intéressants. C'est là où vous devez vraiment utiliser de la stratégie pour pouvoir renverser la situation, parce que forcément si vous avez 300 provinces de plus que le petit pays que vous attaquez, ça va pas être très intéressant, vous allez juste lui rouler dessus. Alors que là, quand vous devez faire attention à votre défense, à vos ressources, à bien utiliser vos artilleries, vos cavaleries, vos troupes, etc., franchement c'est les moments les plus intenses et les plus kiffants du jeu, à mon avis. Donc voilà, c'était tout pour mon petit top 10 des erreurs à éviter sur Supremacy. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai un peu survolé, surtout au niveau du moral et des ressources, mais je ferai bientôt une vidéo sur comment gérer ces ressources, et une vidéo où je parlerai plus en profondeur du moral. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire. Si vous avez des recommandations de vidéos sur Supremacy, n'hésitez pas à me le dire, hein. J'hésiterai pas à les faire, hein. J'ai pas de limite sur le type de mes vidéos, hein. Je peux faire de tout, y a aucun souci. Bref, c'était tout pour moi. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. La bise.